Je ne veux plus perdre de temps à plaire à quelqu'un d'autre que moi. Je ne veux pas perdre de temps à changer quoi que ce soit de mon apparence pour plaire à quelqu'un d'autre que moi. Aujourd'hui, je reçois la fantastique Marlène Schaff, artiste et prof à la Star Academy. Sauf que on n'est pas en interview classique, elle est en Petra, le personnage de son spectacle, et moi aussi, je suis en drague. Dans cet épisode, on parle d'audace, de peur, de liberté, et de ce moment où tu arrêtes d'attendre d'être prêt, parfait ou validé. T'as une phrase que je t'ai entendu dire qui m'a percuté, c'est « Fear is... Not an option. La peur n'est pas une option. » Oui, elle ne doit jamais dicter tes décisions. On parle aussi du féminin, ce qu'on projette dessus, et de ce bonheur qu'on repousse comme un fantasme inaccessible à la base de « je serai heureux quand ». Marlène me remet les pendules à l'heure. Comme tu es, c'est parfait, Nico. That's it. Perds pas de temps. Il faut enlever ce truc de « je serai heureux quand ». Oui. Sois heureux maintenant. Exactement comme tu es. Et puis attention, c'est une interview touchante, mais c'est aussi très queen. Queen ou pas queen, la prof de la Star Academy transformée en drag queen. Bah complètement queen. Si tu attends encore d'être prêt pour oser, cet épisode est pour toi. Bonne écoute. Enfin seule. Oui. Ah, je suis trop content. Content ou contente? Contente. Ah voilà. J'ai envie de dire bonsoir Petra. Hi Nicole. Hi Nicole. Je suis mais tellement content d'être avec toi aujourd'hui. Tu fais partie de mes inspirations, de la liberté d'être dans l'acceptation et en même temps de tout, presque le développement personnel que tu amènes dans ta façon de faire les choses. C'est très particulier de t'avoir aujourd'hui parce que je suis en drague. Tu es en drague dans ton... tu es en drague. Ah non, mais tu te réveilles comme ça le matin. Bien sûr. J'ai juste mis un peu de gloss parce que je venais de voir, mais évidemment. Un peu de respect, quoi. En tout cas, dans ton personnage de spectacle, A Queen is Born, que tu vas jouer à Paris à l'Alhambra, le 18 et le 25. Alors, à partir du 18 mars, ensuite, on a une date le 15 avril et le 19 mai. Et ensuite, on emmène le show à Avignon pendant les 2 premières semaines du festival. Ouais, c'était important de presque rentrer dans ton univers et de rentrer avec aussi un personnage atypique, original, et cette partie de moi peut-être dans plus diva que quand je suis dans le Nico peut-être plus classique. Tu es très belle. Merci. Tu te sens bien? Là, ouais, je me sens bien. Tu te sens plus forte? Je crois que de mettre des talons, d'être maquillée, de pas se reconnaître et d'être une autre personne, ça permet de développer une force différente. Ouais. Mais je crois qu'il y a une expression qui dit si tu veux vraiment connaître l'âme d'un être, mets-lui un masque. Waouh. Toi, ça te fait quoi d'être en Petra, ce personnage? Qu'est-ce qu'il amène de plus à Marlène? Il amène, je pense, un petit peu moins de conventions sociales. Tu vois, je pense que quand je suis juste en Marlène et que j'essaye de bien rentrer dans le troupeau qu'on nous impose, je suis une bonne élève. Donc, je pense que je me laisse beaucoup marcher sur les pieds par politesse. Et Petra, elle s'en fout. Waouh. T'avais ce besoin d'être en Petra pour aller sur scène? J'avais besoin de retrouver de la joie. Ok. Voilà, et Petra, c'est de la joie. Tu vois, par exemple, pour notre rendez-vous d'aujourd'hui, maintenant, toi-même, tu sais le temps de préparation que ça demande, mais moi, c'est un plaisir. J'ai plaisir à me dire, ok, ce matin, je me prévois 2h30 pour me transformer. C'est pas du tout une épreuve. Ouais. Est-ce que c'est pas la clé, notamment dans l'artistique, mais peut-être dans la vie en général, de suivre toujours la boussole de la joie? C'est en tous les cas, moi, j'aime bien ce terme, la boussole de la joie. En tous les cas, en ce qui me concerne, c'est ce à quoi j'aspire, vraiment. En tant que Marlène ou Petra. Ok. Ouais, de pas perdre sa joie. On va faire un petit queen ou pas queen pour débuter cette interview, avant de connaître un peu plus sur ton parcours et de tellement de choses. Moi, tu sais, là, on a une problématique de temps. Mais s'il n'y a pas de problématique de temps, je te tiendrai toute l'après-midi. Je pense que pendant 4 heures, j'aurai plein de choses à te dire, à te demander et à discuter. Donc, on va commencer par ce queen ou pas queen. À toi de me dire, les talons de 15 cm. Queen.
Queen, évidemment. Pleurer pour un rien. Queen et pas Queen, it's okay. It's okay. Les divas capricieuses. Oh, pas Queen. Pas Queen. C'est pas utile. C'est vrai. Moi, j'aime pas trop ça. Ouais. Je trouve que, justement, tu vois, se mettre dans la peau de toutes nos fantaisies pour justement être la version augmentée de soi-même, j'espère que ça nous aide à tendre à être la meilleure version de nous-mêmes. Et utiliser cette armure, ce costume de super-héros Ouais. pour se permettre de devenir capricieux, désagréable. Non, alors pas Queen. Pas Queen du tout. I don't like it. Ok. Les gens qui disent « Je déteste les comédies musicales ». Oh, bah pas Queen. Oh, come on. Bah déjà, ils savent surtout pas de quoi ils parlent. Ça veut rien dire de dire ça. Ça voudrait donc dire que, déjà, premièrement, comédie musicale, pour moi, c'est pas le bon terme. Ouais. Est-ce que tu es d'accord ? Les Misérables, tu es familière avec ce spectacle. Ouais. Donc Les Misérables, roman de Victor Hugo, qui parle donc de misère de la nature humaine. Ouais. Tu te rends bien compte que ça n'est pas donc une comédie. Tout donc à fait. déjà, on ne peut pas appeler Les Misérables une comédie musicale. Premier problème, donc on va déjà parler de spectacles musicaux. Ouais. Et est-ce que les gens qui disent détester les spectacles musicaux ont vu tous les spectacles musicaux qui existent? Parce qu'il y en a vraiment... Il y en a pour tous les goûts. Tout à fait. Du hard rock au rap, en passant par l'opéra, l'opérette. Donc, pas Queen, gros manque de culture. Should keep your mouth shut. Eh ben ça, c'est dit. Queen ou pas Queen, les sourcils pas épilés. Oh, Queen, pas Queen, doesn't matter. Ouais, mais j'ai envie de dire, parce que je pense un peu à Marguerite. Ah, bah écoute... Marguerite Queen. Queen et pas Queen, Et pas c'est-à-dire Queen. dans le sens où je veux dire, c'est très bien, soyons libres, tu Oui, vois. C'est libre pas, de le faire ou de ne pas le faire. Voilà, exactement. Tu Ouais. vois, si t'as envie de garder ta pilosité, mais garde-la. Je dirais, c'est pas Queen ou pas Queen, c'est juste libre. Ouais, Voilà. ouais, tout à fait. Libre. Queen ou pas Queen, les hommes vulnérables. Bah bien sûr, Queen. Queen ou pas Queen, dire à une femme qu'elle est trop ambitieuse. Pas Queen du tout. Ça, je suis totalement d'accord. Et ni à personne d'ailleurs. Peu importe le genre, en fait. Oui, voilà, on n'est exactement. jamais trop ambitieux dans nos vies. Exactement. Queen ou pas Queen, les gens qui filment tout un concert au téléphone. Ah Appalling. Pour moi, franchement, Ouais. téléphone interdit. Tu vas voir un spectacle, tu laisses ton téléphone chez toi. Ouais. Interdit. Là, je reprends par rapport à Marguerite, là, c'est même pas Queen ou pas Queen, c'est interdit. Là, on sort du cadre. Non, c'est non. J'ai été voir Florence and the Machine il y a 2 semaines à Bercy. La chance. Sur la dernière chanson, elle dit « Je veux que vous coupiez vos téléphones, que vous dansiez et que vous fassiez un câlin à la personne à côté de vous. » Oh, nice. J'ai adoré cette proposition de vivre cette chanson dans l'instant présent. Ouais, bien. Mais on devrait vivre tout le concert dans Oui. l'instant présent. Tout à fait. Pas de téléphone. Moi, les téléphones sont interdits dans mon spectacle. Ah, Yes. génial. Si t'aimes pas, à part. Génial. Voilà. Queen ou pas Queen, la Star Academy, Bah, Queen. évidemment. Question piège, mais enfin, pas piège ou pas piège, je sais pas, mais... Totally Queen. Queen ou pas Queen, les gens qui confondent confiance en soi et taille 36. Pas Queen. Bête. Pas Queen du tout, Alors, on est d'accord. Zéro. Queen ou pas Queen, dire à un garçon, soit un homme, arrête d'être efféminé. Aucun sens. Pas Queen. Ouais. Pas Queen. Et on est encore dans une société où j'ai l'impression... J'ai vu des témoignages là c'était sur France Télé, un documentaire où ils étaient en train de dégenrer et il y avait un garçon qui disait, il est jeune, hein, il a 12 ans, et il disait moi si j'ai un enfant et qui fait de la danse, je lui dirais d'arrêter et de faire du foot. Et je me dis qu'il y a encore beaucoup de travail pour que des ados de 12-13 ans aient encore cette mentalité-là.
j'ai plus d'air dans mes poumons. Mm. En fait, c'est tellement... c'est tellement stupide. Déjà, premièrement, j'inviterais cette personne à regarder quelque chose qu'il détesterait sans doute, puisque c'est un spectacle musical qui s'appelle Billy Elliot. Depuis quand... Je vais répondre aussi stupidement que cette remarque de cette personne à qui il manque énormément d'outils pour avoir une réflexion un petit peu plus poussée. Si on comparait la musculature et l'endurance d'un joueur de foot et d'un danseur professionnel, je suis à peu près sûre que le danseur professionnel, il explose tous les joueurs de foot. Moi, des danseurs, j'ai le privilège absolu d'avoir passé 9 mois au Paradis Latin, par exemple, et dans bien d'autres cabarets, avec des danseurs avec lesquels je partageais la scène tous les soirs, qui pendant 2h30 dansent, font absolument toutes les acrobaties possibles et imaginables. Ils ont une mémoire incroyable, des capacités physiques qui défient l'entendement, sont des athlètes de haut niveau. Et depuis quand une profession induit une orientation sexuelle ? Moi, personnellement, les danseurs avec lesquels j'ai travaillé, il n'y avait pas plus d'homosexuels que d'hétérosexuels. Hein. Ouais. Et puis surtout, qu'est-ce que je m'en fous ? Ouais. Qu'est-ce que je m'en fous ? Ouais. Tu sais que quand j'ai fait 4 ans de danse classique, quand j'avais entre 8 et 12 ans, et on était 2 garçons. Et le deuxième garçon, c'était le mec le plus populaire du collège. Et fallait surtout pas qu'on se croise dans la cour de récréation. Fallait surtout pas qu'on se parle. Fallait surtout pas que dans cette cour de récréation, on sache que le mec qui était le plus fort, le plus beau, le plus désiré par les filles, qu'on sache qu'il fasse de la danse classique. C'est fou, hein. Et ça fait presque tu vois, comme un sitcom quand on avait 2 univers différents, on se côtoyait, on se parlait dans les cours de danse, on ne se connaissait plus dans la cour de récréation. Donc j'ai connu ça à l'époque. C'est fou, hein. Ouais. Tu sais, sincèrement, je vais te dire, plus je tombe pas des nues, hein, t'entends tout ce que tu es en train de me dire. Hein. Ça fait des années que j'entends des anecdotes comme ça et on va rester dans le positif parce que je pense sincèrement que petit à petit, on devient moins petit. Je pense que les esprits s'ouvrent, les gens commencent également à prendre conscience que se déconstruire, ça fait pas mal. C'est toujours extrêmement... ça fait beaucoup de peine, tu vois, d'entendre des choses comme ça. Mais je ne comprends pas ce qui fait aussi peur dans le féminin. Qu'est-ce qui fait peur, en fait ? C'est ça que j'arrive vraiment pas à comprendre. Quand est-ce qu'a commencé cette espèce d'ineptie de dire que le féminin est plus faible ? Mais c'est ce que les gens se rendent compte de la force d'une femme et de se rendre compte de la force d'une femme n'enlève en rien la force d'un homme. Ben oui. C'est pas parce qu'on redonne à quelqu'un ses lettres de noblesse qu'on enlève de la dorure au blason de quelqu'un d'autre. Hein. Totalement. Non, c'est juste... Et je pense sincèrement que aimer, c'est beaucoup plus difficile que de haïr. C'est-à-dire ? C'est dur d'aimer. Ouais. C'est très, très dur d'aimer. C'est un vrai travail. Aimer, vraiment aimer, c'est aussi aimer les gens avec qui tu n'es pas d'accord. C'est aimer... c'est aimer. C'est très, très facile de détester. Je veux dire, tu vois, tout le monde, quand on se retrouve dans la circulation du quotidien, on a des envies de meurtre. Ouais. Tu vois ? Et puis parfois, on se calme, on respire, puis on se dit, peut-être que la personne là, qui est très très pressée, peut-être il y a sa femme qui est en train d'accoucher derrière et que c'est pour ça qu'il est pressé. Ouais. Ou peut-être que, j'en sais rien. Parce que quand ça nous arrive d'être cette personne irrespectueuse sur la route, nous, on n'a aucun problème à nous trouver toutes les excuses du monde.
Mais quand on est victime de ça, la première chose qu'on ressent, c'est pas de l'empathie, de la compassion, de la compréhension, c'est je te déteste et si j'avais un flingue, je t'aurais buté sur l'instant. Aimer, c'est beaucoup plus difficile que haïr. Ouais. Et puis aimer, c'est un verbe d'action, c'est un verbe du quotidien. Oui. Donc c'est aussi une forme de vulnérabilité, et d'ouverture et de tolérance. Donc effectivement, ce sont des mots qui, dans ce monde, sont pas toujours les plus incarnés, je dirais. C'est ça. Je voudrais terminer avec Queen ou pas Queen, la prof de la Star Academy transformée en drag queen. Bah, complètement queen. Je suis totalement d'accord. Dis-moi, du coup, toi, là, je te vois en Petra, mais derrière, il y a cette Marlène, avec justement tous ses discours, sa vulnérabilité, sa beauté, son artistique. C'était quoi le rêve de la petite Marlène, quand elle était petite ? Ah, la voilà. C'était ça mon rêve. T'incarnes ton rêve de petite fille, là ? Ah ouais. Je pense que si Marlène de 4, 5, enfin, voilà, à partir de 4 ans, quand j'ai vraiment découvert la scène, je pense que si je lui avais montré, regarde ce que tu feras dans quelques années, elle hallucinerait de joie. Moi, j'ai passé ma vie dans les malles de costumes du grenier de mes grands-parents depuis toute petite, quoi. J'adore me transformer, j'adore me mettre dans... C'est pour ça aussi que je suis comédienne et que mes premiers amours, c'était le théâtre, quoi. Vite, est-ce que je peux enfiler les vêtements de quelqu'un d'autre pour savoir ce que ça fait ? Tu sais, c'est un milieu qui est tellement compliqué, l'artistique. En tout cas, si, je pense que c'est un milieu compliqué, on peut difficilement dire le contraire. Comment, même quel conseil tu donneras à quelqu'un qui a envie peut-être de se lancer dans un milieu aussi concurrentiel, où on peut être autant jugé que critiqué, que prendre sa place, qu'on nous donne notre place. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à quelqu'un ? Franchement, de suivre sa joie, je pense que c'est le conseil le plus important parce que tu vois, moi je dis, j'ai enseigné pendant des années et je disais toujours à mes élèves, c'est tellement facile de ne pas faire. Donc faites attention à ça. Faites très attention au à quoi bon. À quoi bon écrire encore une chanson qui sortira jamais de ma chambre ? À quoi bon encore aller passer un casting que je ne vais pas avoir ? À quoi bon encore passer des heures et des années à sortir tout ce qu'il y a dans mon cœur et dans ma tête pour écrire un spectacle qui va me coûter une fortune, que peut-être je jouerai jamais, ou alors Tu vois comment c'est facile de trouver des à quoi bon ? Et donc, c'est tellement facile de ne pas faire. Je veux dire, c'est beaucoup plus facile de trouver 1000 raisons pour ne pas faire. Donc, suis ta joie. T'as une phrase que je t'ai entendu dire qui m'a percuté, c'est « Fear is... Not an option ». Not an option. Ouais. La peur n'est pas une option. Ouais, elle ne doit jamais dicter tes décisions. J'adore cette phrase parce que j'ai un podcast qui est quand même assez dans le développement personnel et il y a souvent eu cette phrase qui est souvent dite par des gourous, entre guillemets, du dev perso. On doit faire des choix dans l'amour et pas dans la peur. Oui. Mais c'est tellement compliqué quelque part de ne pas faire des choix dans l'amour plus que dans la peur. Est-ce que toi, tu as des exemples de moments où justement tu as fait des choix d'amour qui ont été peut-être compliqués à suivre ? Tout le temps. Parce que j'ai un ami qui est un mentor, qui est un grand formateur de profs de chant. Et c'est vrai que c'est une personne très pragmatique et qui réussit quelque chose que je ne réussis absolument pas à faire, c'est à détacher l'affect des faits. Donc, quand moi j'ai du mal, enfin, c'est pas que j'ai du mal, je n'y arrive pas. Moi, tout est mélangé. Absolument tout ce que je ressens et ce que je vis est directement lié à de l'émotionnel. Ouais. Donc, je l'appelle régulièrement quand j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui a la tête froide pour me donner un conseil libéré d'émotions. Et c'est lui qui m'a dit ça. Notamment, je crois que la fois où il m'a donné ce grand conseil de la peur ne doit jamais dicter tes décisions. C'était il y a quelques années de ça, lorsque l'on m'a proposé d'intégrer l'équipe du corps professoral de la Starac. Moi, à cette époque-là, j'étais coach vocal sur l'émission The Voice et The Voice Kids. J'adorais travailler sur ce programme. Ça faisait des années en plus, donc je connaissais. Enfin, j'étais
très à l'aise. Ouais. C'était des équipes que j'adorais. Enfin, j'avais aucune raison de quitter ce programme. Ouais. Et on me propose également un rôle dans une comédie musicale. Qu'est-ce que je fais? Et donc, je l'ai appelé. Je dis, je sais pas. Là, il faut que je prenne une décision. Je sais pas quoi faire. Il m'a dit, quoi que tu fasses, ne laisse pas la peur dicter ta décision. La peur, elle était où, là? Peur de quitter The Voice, parce que c'est un endroit que je connais, c'est une équipe que je connais, donc je vais pas quitter ce petit cocon que j'adore parce que je sais pas ce qui m'attend là. Donc ça, c'est de la peur. Donc déjà, c'est pas les bonnes raisons de rester. La Starac, ça me fait peur. Je sais pas si ça va marcher. Je quitte un programme qui cartonne pour aller sur un programme qui revient, qui, si ça se trouve, ne va pas fonctionner. Si je pars, je pourrais pas revenir. Ouais. Donc peur. Ouais. Tout était peur. Donc à un moment, je me suis juste dit, mais qu'est-ce qui te ferait plaisir? J'ai suivi ma joie. Et je suis partie de The Voice et j'ai intégré la Starac. Qui t'a plutôt bien réussi depuis 3 ans, T'as vu? j'ai le sentiment. Et tu penses pas qu'on peut faire des choix d'amour et les regretter? Sans doute. Mais il paraît qu'il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets, c'est ça? Ou C'est pas l'inverse, je me l'inverse. souviens plus, avec des regrets qu'avec des remords. Je confonds toujours la définition de ces mots-là. Mais en tous les cas, il vaut mieux regretter d'avoir pris une décision plutôt que de ne pas en prendre du tout. Et l'avoir pris par amour, après, je sais pas, hein, il paraît que l'amour a ses raisons que la raison ne comprend pas. Ouais. Donc, je dirais que plutôt faire des choix par joie plutôt que par amour ou par peur. Parce que l'amour, c'est pareil. Parfois, l'amour, on réfléchit plus avec beaucoup de clarté. Totalement. Oui, il faut savoir prendre du recul aussi là-dessus. Mais je trouve que la boussole de la joie C'est pas mal, hein. est assez intéressante. J'avais une interview avec Linda Bortoletto, qui est une aventurière de la vie, qui avait dit qu'elle écoutait sa discothèque intérieure. J'adore. Et quand elle sent que ça danse dans son ventre, elle dit c'est là que je dois aller. Ah, j'adore. Et du coup, des fois, je repense à ça. Je me dis, est-ce qu'il y a une discothèque là qui est en train de danser dans mon ventre, ou est-ce qu'il y a des gens qui sont terrorisés dans le mauvais sens du terme aussi dans les choix, quoi. Moi, je trouve qu'il y a énormément de gens qui passent à côté de beaucoup de choses dans leur vie parce qu'ils ont peur. Qui sont malheureux dans leur emploi, par exemple. Oui, mais attends, je vais pas partir. Et si jamais je retrouve rien d'autre? Et si. Donc, je reste. Mais la vie, elle est courte, hein. Un truc très précis et pragmatique. Ce matin, je me suis dit, mais quelle idée t'as eue de te dire que t'allais faire une interview avec Marlène Schaff en drague. Franchement, je me suis réveillé, j'ai dit, mais il pleuvait en plus, j'étais là, mais reste au lit. Tu regrettes? Non, absolument pas, mais la peur, justement, de le faire et de me dire, j'y vais quand même, et d'être fier de moi, et de me dire, c'est pas confortable, parce que quand j'avais fait une soirée d'anniversaire l'année dernière, c'est entre mes proches. Ouais. Je décidais ou pas de le montrer éventuellement sur Instagram. Ouais. Là, c'est filmé et ça va sortir. Mais t'es tellement belle. Mais c'est d'aller vers ces peurs-là aussi. Mais est-ce que c'est quoi le résultat? C'est la fierté. T'es content de l'avoir fait? C'est la fierté, c'est le sentiment d'être vivant. Je crois que c'est ça aussi. C'est cette idée que je me dis, ce podcast est né de rien, et de voir qu'en 3 ans, je vis des aventures extraordinaires grâce à ce podcast. Ouais, c'est génial. Mais parce que il s'appelle Osé by Nico, hein, de base. Aujourd'hui, les gens qui ne te connaissent pas, s'ils doivent comprendre ton parcours, genre t'écris un livre et t'as des chapitres, c'est quoi les chapitres primordiaux? Je sais pas si... En tout cas, de ta vie qui t'ont amené à là où tu es aujourd'hui. Alors, attends, parce qu'un chapitre, ça se résume en quelques mots, donc je vais essayer de te faire ça bien. Déjà, je dirais l'amour de ma famille. C'est vrai que j'ai ça, c'est quelque chose, c'est une chance énorme, hein. J'ai vraiment des parents qui m'ont aimée. Voilà, j'ai des parents qui m'aiment. Donc, j'ai été élevée dans l'amour. Donc déjà, ça aide quand même à oser. Oui, à être soutenu. Exactement. Je dirais, autre chapitre, le fait d'avoir pu grandir dans les Vosges. Ça a été aussi quelque chose d'extrêmement bénéfique à ma construction parce que c'est une région calme
où il y a le temps et l'espace pour découvrir une liberté que je pense on ressent beaucoup moins quand on vit dans des grandes cités telles que Paris. Être allé vivre aux États-Unis. Ouais. Euh, À 17 ans, il me semble. À 17 ans, ça a été une expérience de vie extrêmement importante et enrichissante pour ma construction. Et puis, je dirais, le chapitre que je suis depuis toujours, c'est cette... je suis une femme libre, voilà. Je suis fière de pouvoir dire que je suis une femme libre. Et je crois que j'œuvre à ma liberté au quotidien. Tu parles de ce chapitre États-Unis à 17 ans. Ça a été justement formateur pour toi. T'as appris quoi là-bas ? La liberté. Ok. Tout simplement, en fait. Ouais, vraiment la liberté. C'est-à-dire liberté d'être, de son look, de sa façon de penser ? Ah oui, à 100%. La liberté de tout, la liberté de tout. Quand je suis arrivée là-bas, j'avais 17 ans. Je parlais pas. Franchement, on peut dire je comprenais rien. En plus, l'accent, j'étais en Oklahoma, je te raconte pas l'accent, tu vois. Ouais. Donc au début, j'étais vraiment lost in translation. Hein. Je vais te dire, quand ce film est sorti, j'ai vraiment compris ce que voulait dire ce titre. Je ne comprenais rien. J'avais aucun repère. Ouais. J'ai vraiment eu énormément de chance parce que je suis arrivée et tous les gens qui m'ont entourée, j'ai eu de la chance, vraiment, franchement, j'étais que avec des personnes bienveillantes. Je n'ai pas eu à me méfier, à me protéger de qui que ce soit. Donc j'ai tout de suite eu des profs qui m'ont aidé à maîtriser la langue. J'ai eu une prof de théâtre exceptionnelle qui m'a appris vraiment les bases de mon métier. Là-bas, j'avais absolument pas honte de dire que je voulais être chanteuse et comédienne. C'était, l'auditorium est par là, on va t'apprendre à le faire. Alors qu'en France, on me moquait dès que je disais ça. C'était risible. Chanteuse, comédienne, n'importe quoi. Là-bas, c'était déjà... Voilà. Et puis, en France, je me suis je me suis toujours sentie extrêmement jugée sur mon physique. Là-bas, personne n'avait rien à carrer. Comme je me sentais bien, j'ai eu mon premier petit copain là-bas parce que je me sentais à l'aise, en fait, tout simplement. Ouais. Donc, j'ai tout découvert. J'ai découvert des expériences que j'ai pu vivre sereinement grâce à vraiment un entourage bienveillant qui m'a fait me sentir complètement libre d'être exactement qui j'avais envie d'être. Je me teignais les cheveux en rose. Si j'avais envie d'aller manger au fast-food, j'y allais. Je me sentais jugée nulle part. Pourquoi, d'après toi, en France, il y a quand même ce truc qui revient souvent, justement, d'être dans le jugement ou d'être dans oui, mais c'est compliqué. Oui, mais ça va être difficile. Oui, mais t'as peut-être pas le physique. Oui, mais t'es pas assez. Oui, mais t'es trop. Écoute, je pense pas que ce soit forcément un problème dû à la France, parce que comme on le voit aujourd'hui, s'il y a bien un pays qui nous prouve que c'est vraiment plus the land of the free, c'est les États-Unis. Donc je pense que c'est un problème humain, en fait. Je pense que mon analyse, qui est vraiment n'engage que moi, c'est que on est élevé par nos parents. Nos parents, on les aime. Si nos parents, ils nous disent ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ok, tu écoutes ce qu'on te dit. Et puis tu arrives dans la vie et tu vois quelqu'un qui fait exactement le contraire de ce que tes parents t'ont dit. Donc tu le juges. Puis il y a une part de toi qui te dit mais attends, mais il a le droit de le faire. Oui, mais mes parents, ils m'ont toujours dit que c'était pas bien. Donc si je vais dans son sens, c'est comme si je rejetais mes parents. Donc non, nul. Et le harcèlement scolaire, etc. Je pense que tout ça part de ça. Tout ça part du fait que ça m'énerve de voir que quelqu'un s'octroie des libertés que moi, on m'a interdit d'avoir. Et donc, tu as deux choix dans ce cas-là, déconstruire ou suivre le troupeau. Suivre le troupeau, c'est vachement plus facile. Ouais. La déconstruction, mais même la déconstruction de soi, j'ai le sentiment que pour changer, il faut savoir vraiment se regarder ses schémas, regarder ses parts d'ombre, regarder ses qualités comme ses défauts, et savoir prendre du recul sur qu'est-ce qu'on fait de manière schématique par rapport justement à la société ou à nos parents. Et t'as eu le sentiment, toi, d'avoir une véritable déconstruction pour arriver à celle que tu es aujourd'hui ?
Oui, mais à la fois, j'ai pas l'impression d'avoir cassé des... J'ai été élevée par des gens qui... Non, en fait, non. Je crois pas que j'ai été déconstruite. Je crois que j'ai juste été élevée par des gens qui avaient une telle intelligence émotionnelle de cœur que mes parents, ils m'ont élevée dans l'amour de l'autre, en fait. Donc, j'ai jamais eu rien besoin de déconstruire. Tu vois ? Ouais. Peut-être évidemment aujourd'hui je peux repenser à la Marlène de quand j'étais, je sais pas, tu vois, quand j'avais 20 ans ou que sais-je, à me dire oh bah tiens, j'étais sacrément cruche de penser des choses comme ça. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est plus de l'évolution, de la maturité. Quand on a 20 ans, on croit qu'on sait tout. On est vraiment des petits cons quand on a 20 ans. Ouais. Donc, non, je crois pas que j'ai eu besoin de me déconstruire. Je pense que j'ai vraiment juste eu beaucoup de chance d'avoir été élevée dans l'amour. Et moi, homophobie, racisme, antisémitisme, misogynie, toutes ces choses-là, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. J'ai été élevée par un père tu vois, tu as été honnête avec moi, je vais être honnête avec toi. Je suis en pleine préparation de mon spectacle, là. Et aujourd'hui, mon père est à Paris. Et c'est lui qui me trimballe en drague dans sa voiture pour que je sois en sécurité, etc. Voilà. Ah oui. Tu vois. Ouais. Ouais. Ah, ça, c'est... ça me donne des frissons parce que je me rends compte à quel point le monde peut être dangereux. Toi. Il le ferait pour toi. Ouais. Ouais, en tout cas, c'est cette ouverture. Mais je comprends pas, moi, de toute façon, des fois, j'ai des questionnements qui sont complètement... moi, je comprends pas pourquoi... En fait, je comprends qu'on puisse avoir des jugements, parce que l'être humain peut juger. Mais plus je vieillis, et plus j'ai l'impression de ne rien savoir. Ouais. Comme tu parlais des certitudes à 20 ans, aujourd'hui, à 40, j'ai l'impression de ne rien savoir, et qu'en fait, mes certitudes d'aujourd'hui, qui sont... déjà un peu bancal, puisque j'ai compris que c'était pas vraiment réel. De toute façon, dans 10 ans, potentiellement, c'est plus du tout ce à quoi je penserais. Ouais. Et même, j'ai eu l'occasion, dans ma vie, de faire quelques tatouages, où j'étais très sûr à ces moments-là. Ouais. Et je me dis, mais en fait, quand je vois comment j'ai changé en 10 ans, aujourd'hui, je suis beaucoup plus tatouage, ouais, peut-être pas, en fait, parce que je ne sais pas qui je serai dans 10 ans, dans 20 ans. Tu sais, André Malraux disait « Juger, c'est ne pas comprendre, parce que dès que l'on comprend, on ne peut plus juger. » Donc, je pense que, comme tu le dis, c'est dans la nature humaine de vouloir dire « Et en fait, plus on avance dans la vie, plus on apprend des choses, et plus on comprend des choses, et c'est là où on se rend compte de « Oh, punaise, mais comment j'ai pu... » Tu vois, même des homosexuels qui vont dire qu'est-ce qu'ils ont besoin de se mettre en meuf là, ceux-là, c'est pas parce qu'on aime les hommes que... Et puis ils avancent dans la vie, puis ils se rendent compte des combats que une communauté a pu mener avant eux. Et puis là du coup ils comprennent oui, non mais d'accord, ok, mais je comprends. Oui, c'est pas juste cela, c'est encore un appel à la liberté, etc. Et puis, on apprend, on comprend, on ne juge plus, et puis on se dit, qu'est-ce que j'étais cruche quand j'avais tel âge. Donc, toi, t'as été aux États-Unis, ensuite t'as fait ta vie toujours dans le monde artistique, mais t'as eu quand même pas mal de petits boulots aussi à côté. Ça t'a appris quoi de faire tous ces petits boulots avant de vivre pleinement de ta vie d'artiste? Je pense que c'est hyper important. Tu vois, être un artiste, pour moi, je pense que c'est pas un métier déjà. Je pense que c'est une façon d'être, de ressentir, de regarder le monde. Puis après, tu choisis l'expression artistique que tu vas travailler et développer pour t'exprimer. Mais avant toute chose, je pense qu'un artiste, c'est un observateur du monde. Et il le retranscrit dans son art. Et donc, si tu veux retranscrire des choses justes et être au plus proche de la comédie humaine, il faut l'expérimenter, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est très, très important de vivre plein d'expériences. Moi, j'ai adoré
tous les petits boulots que j'ai vécus, je les ai adorés. T'as fait quoi comme petit boulot? Oh my lord, Nico, la liste est longue. Bon, alors évidemment, du babysitting, des cours de piano, des cours d'anglais, ça, c'était évidemment une grande source de revenus quand j'étais jeune adulte. J'étais téléprospectrice. Ok. Ouais, j'appelais des gens qui ne m'avaient rien demandé et je les appelais pour leur vendre des cartes de visite. Voilà. Je vais vous envoyer un commercial qui va comprendre exactement qui vous êtes et qui va vous faire la carte de visite qui vous ressemble. Il faut apprendre le détachement au non, j'imagine, et au rejet quand tu fais ça. Oh là. Oui, alors... Ok. Ouais, à ne pas prendre les choses personnellement. Non, bah, tu le prends pas. Mais ça a été, tu vois, j'étais la personne à qui on raccrochait au nez. J'ai vendu des chocolats pour Jeff de Bruges. Ouais. Tu connais Jeff de Bruges? Oui, je connais très bien. Voilà, donc j'ai vendu des chocolats, j'ai travaillé, j'ai été hôtesse d'accueil pour un grand groupe qui vendait de l'aluminium. Ok. Voilà, donc j'étais à l'accueil. J'ai été vendeuse dans un magasin où je vendais des produits pour la cuisine. À quel moment ta vie a basculé entre justement tous ces jobs et être dans un monde 100% artistique? Bah, je faisais de toute façon toujours les de deux. l'artistique à côté. Hein. Ouais. Et puis à un moment, la balance a fait que ça y est, maintenant, j'arrive à vivre à pouvoir payer mon loyer uniquement avec mes rémunérations artistiques. Et donc là, la balance s'est faite. Donc ça a été en tant qu'artiste et ensuite tu t'es retrouvé à être coach dans The Voice. Ouais. Ça a été peut-être une bascule aussi, ce moment-là? Là, en fait, je dirais que j'ai un petit peu... Je sais pas trop comment le dire, tu vois, ça a été le destin, c'était pas du tout quelque chose... C'était pas une ambition, c'était pas prévu. Je faisais vraiment la part des choses entre ma carrière d'artiste sur scène et ma carrière de coach qui accompagne les artistes. Pour moi, vraiment, les deux étaient séparés. Quand j'ai fait The Voice, je l'ai fait en tant que chanteuse. J'avais même demandé à ce que personne ne dise que j'étais prof, parce que j'étais pas là en tant que prof. Ouais. Et oui, tu as été en tant que participante d'abord. J'étais chanteuse, voilà. Ouais. Et en fait, malgré mes demandes de ne pas parler de ça, Louis Bertignac, qui était le coach qui m'avait choisi dans son équipe, il l'avait appris. Ouais. Et il m'a demandé, en fait, à la fin de cette saison, il m'a demandé est-ce que tu pourrais me préparer vocalement pour préparer une tournée. Donc, déjà, j'ai un peu halluciné, tu vois. Évidemment, j'ai dit oui. Et puis, c'est de ça qu'ensuite, il m'a dit je vais être coach pour The Voice Kids. Moi, j'ai confiance en toi. C'est quelqu'un de très fidèle, Louis, quelqu'un de timide et fidèle. Ouais. Et donc, en fait, quand il a un bon feeling avec quelqu'un, il cherche pas midi à 14h, tu vois, il travaille avec. Et bref. Donc, je me suis retrouvée ensuite coach sur The Voice Kids, puis sur The Voice. Mais tu vois, voilà, ça s'est fait vraiment... C'était pas du tout quelque chose qui était dans ma bucket list. Et t'as suivi la discothèque intérieure. Attends, j'allais pas dire non à une telle magnifique aventure, hein. Ouais. Tu parles souvent, et même dans la Star Academy, moi, ce qui m'a souvent touché, c'est la manière dont tu parles aux élèves, où on sent qu'il y a une véritable bienveillance et une envie de pousser les gens, les élèves en l'occurrence, à s'accepter. Et tu es passé par toi aussi cette étape-là, de s'aimer. Comment on arrive à obtenir cet amour pour soi ? C'est un travail de tous les jours, hein, déjà. Premièrement, il faut pas oublier que c'est pas quelque chose d'acquis. C'est tous les jours, c'est un travail que tu fais envers toi, de t'aimer tel que tu es. Mais ça allait en gros, moi j'ai beaucoup de mal, surtout en ce moment. C'est vrai que j'en ai beaucoup parlé dans ce podcast de l'étape des 40 ans. J'ai l'impression de me voir vieillir, en fait. Et du coup, j'ai beau me dire, oui, l'acceptation de soi, s'aimer soi, être doux avec soi. Mais en fait, quand je me regarde dans le miroir, des fois, je me dis, c'est pas possible, quoi.
il y a 3 cheveux blancs qui arrivent là, et puis 3 qui arrivent de l'autre côté. Et puis, j'ai l'impression de prendre un peu de poids. Alors là, j'ai arrêté le sucre, donc j'ai maigri. Mais je suis content, mais je suis conditionné par le chiffre que je vais voir sur la balance, mais qui est un véritable piège, parce que du coup, je deviens assez strict avec moi-même. Dès qu'il y a un peu de rides, hop, on va aller faire 2-3 injections. Et je me dis, mais c'est sans fin. Et je me dis, la solution, c'est de s'aimer soi. Comme ça, on est tranquille. Mais j'ai beau être dans ce podcast, interviewer plein de gens, je n'arrive pas à voir comment les gens font. Et je sais que toi, tu l'as dit, qu'il y a eu un vrai parcours pour en arriver aujourd'hui à t'aimer. Et du coup, c'est vrai que, comment t'as fait? Je crois que... tu sais quoi, je crois que la dernière promo de la Starac, là, ils m'ont appris un truc, je m'en fous. Tu sais, ils disaient tout le temps ça parce qu'on leur donne des défis de ouf, ou pareil, tu pars en cacahuète dans ta tête, oh là, comment je vais faire, et puis est-ce que je vais être à l'aise, machin, puis si jamais je me trompe, tu sais quoi, je m'en fous. Je m'en fous. Bah, si je tombe, je tombe. Je m'en fous. C'est pas je m'en fous dans le sens, voilà, on n'a plus rien à faire derrière. Non, c'est juste, je fais. Je m'en fous. T'as pris du poids? Et alors? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi? Rien. Est-ce que ta valeur change quand t'as 5 kilos en plus, 10 kilos en plus, 20 kilos en plus? Non. Bah non. C'est quoi qui te gêne? C'est le regard de moi à moi. Hein. Ok, d'accord. Mais c'est quoi qui te gêne? L'impression de ne pas rentrer dans une case attendue, par exemple, pour retrouver quelqu'un. Donc c'est pas ton regard à toi. Touché. Oui, bah oui. Je m'en fous. Je m'en fous. T'es content de plus de manger de sucre? Non, pas... Au début, oui, mais je sens que je passe à côté de certains plaisirs. Ok, eat the cookie. Ouais. Si ça te fait du bien d'avoir arrêté de manger du sucre, tu vois. Moi, par exemple, j'ai une copine qui s'est rendue compte qu'elle avait des douleurs prémenstruelles terribles et elle n'avait pas envie de prendre des cachets, des machins. Elle ne voulait pas encore s'imposer ça en plus. Ouais. Elle a fait des recherches et elle s'est rendue compte, si je réussis à arrêter de manger du sucre 72 heures avant mes règles, j'ai plus mal nulle part. Bon, bah, elle s'est fait ses petits trucs, ok, parce que ça la rend heureuse. C'est pas comme ça, non, j'aurais pas mal. Donc, elle a fait ça te fait plaisir de réussir à arrêter de manger du sucre? Bah ouais, je suis super fière de moi, tu vois, j'y arrive, je m'y tiens, je me suis fait mon petit truc, j'ai plus mal au ventre, j'ai pas besoin de prendre de cachet, c'est trop bien. Ça, c'est son bien-être personnel. Ouais. Si tu trouves que, ah mince, j'ai un petit bourrelet, là, j'avais pas ça avant... Si ton plaisir, c'est pouvoir mettre tes fringues et que là, tu peux plus les mettre, bon, bah là, c'est toi avec toi. Bah, ok, on va faire un petit régime, on va trouver un petit truc pour se sentir mieux dans son corps à soi, machin. Mais alors moi, écoute-moi bien. Je ne veux plus perdre de temps à plaire à quelqu'un d'autre que moi. Je ne veux pas perdre de temps à changer quoi que ce soit de mon apparence pour plaire à quelqu'un d'autre que moi. Je m'en fous. Je vais rencontrer un homme pour qui je vais développer des sentiments, puis je vais comprendre qu'il n'a pas envie d'être avec moi parce qu'il me trouve trop grosse. I dodged the motherfucking bullet, dude! Mais je mérite pas d'être avec un trou du cul pareil, pardon, je suis extrêmement vulgaire, mais enfin tu comprends bien que ça puisse me faire monter la rage. Ouais. Si tu m'aimes, aime-moi avec tout ce que je suis. Tu vois? Ma valeur ne change pas. Que je grossisse ou que je mincisse. Je reste exactement la même. Tu m'aimes moi ou t'aimes mon corps? Parce que si t'aimes mon corps, t'habitues pas. Il va changer. Il va changer. Il va vieillir. La gravité. Tout ça va arriver. Tu m'aimes moi ou t'aimes mon corps? Comme tu es, c'est parfait, Nico. That's it. Perds pas de temps. Il faut enlever ce truc de « je serai heureux quand ». Oui. Sois heureux maintenant. Exactement comme tu es, avec tes petits cheveux blancs. Ils sont très bien tes cheveux blancs. You don't like it? Teins tes cheveux. Mets une perruque. I don't care. Exactement. Là, il n'y a pas de cheveux blancs, là. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est facile, en vrai. Tu vois? Ouais. C'est easy. Je sais que ton corps a beaucoup parlé pour toi. J'ai le sentiment, justement, que ce corps-là, que tu acceptes
aujourd'hui, enfin, c'est pas ton corps d'ailleurs, c'est toi, ta personne, il a pu donner des messages à certains moments. Tu penses justement que des fois l'écoute de soi vient de s'écouter, d'écouter qu'est-ce que le corps dit? Ah bah, je pense que c'est tout le temps, hein. Je pense que tu peux enlever le des fois. Je crois que ça, c'est quelque chose aussi qui est propre à la société dans laquelle on vit, c'est qu'on a complètement désappris le fait d'écouter son corps. Ouais. Le nombre d'histoires qu'on peut avoir d'hommes et de femmes qui vont voir un médecin en disant j'ai un truc, c'est pas comme d'habitude. Et, non, mais c'est rien. Écoute-le, il sait mieux que toi. Il vit dans son corps depuis l'âge qu'il a. Il te dit qu'il y a un truc qui est chelou, écoute-le. Tu vois, j'utilise cette anecdote parce que je l'ai entendu 1000 fois, ça, tu vois. Des femmes souvent des femmes chez leur gynéco, hein, il faut quand même, on va pas se mentir. Mais pareil pour des hommes. Là, pour le coup, je pense que c'est vraiment un souci, homme ou femme. On ne nous écoute pas et on a vraiment désappris le fait d'écouter notre corps. Notre corps nous parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est trop facile de dire j'ai attrapé froid parce que j'ai pas mis mon écharpe. Si tu commences à réfléchir un tout petit peu plus loin que juste ce fait très, scientifique qu'on t'a donné, tu vas te rendre compte que la plupart des maladies, elles commencent dans la caboche et puis tu l'écoutes pas, bah attends, tu vas voir. Là, je vais vraiment te mettre dans la merde, tu vas peut-être commencer par m'écouter. Ouais, ça peut amener à tellement de choses. Je l'ai expérimenté l'année dernière où j'ai eu beaucoup de problèmes de santé qui venaient du fait que j'avais pas soigné une dent. Et en fait, tout devenait... Enfin, tout était lié, en fait. Si j'avais écouté le petit problème de base, j'aurais échappé à plein de problèmes qui ont été plus graves, entre guillemets, par rapport à si j'avais réglé le truc. Et je crois que c'est dans l'expérimentation, encore une fois, qu'on arrive à se dire, la prochaine fois, ça n'arrivera pas. Et pourquoi t'avais mal aux dents ? Parce que les dents, on a tellement d'expressions avec les dents. Ouais. J'ai serré les dents, tu vois. Ça veut dire quoi, serrer les dents ? Tu vois, quand on dit je serre les dents, ça veut dire que je me retiens de dire quelque chose. Ouais. Je vais pas faire de la psy à 2 balles, hein. Mais moi, voilà les questions que je me pose. Tu vois, par exemple, à la Starac, cette année, il y a eu un moment, pour des facteurs complètement extérieurs à l'émission, les réseaux sociaux. J'ai vraiment vécu un très sale quart d'heure et je l'ai gardé en moi. J'ai fait ce qu'on m'a dit. J'ai pas répondu. J'ai tout fait pour que ça ne m'atteigne pas. Bah, je me suis cassé une dent. De serrer mes dents tellement fort la nuit que je me suis fendu une molaire en 2. Waouh. J'ai serré les dents. Qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Bah, j'étais en train de serrer les dents. J'étais en train de vivre une injustice absolue et plutôt que de l'exprimer, j'ai serré les dents. Et ben, je me suis cassé une dent. Donc pour toi, la réponse à ça aurait été de t'exprimer davantage ? Bah, bien sûr. Si j'avais parlé, j'aurais pas serré les dents. Écoutez-vous, les amis. Écoutez-vous. Ouais, puis il faut écouter les expressions, tu sais, en avoir plein le dos. Je suis sur les rotules et tout ça. On a des problèmes de genoux. T'es pas fatigué en ce moment ? Je suis épuisée. Ouais, tu connais l'expression « je suis sur les rotules » ? Repose-toi, peut-être t'auras moins mal aux genoux. Enfin, là, je simplifie évidemment des choses, mais le corps nous parle. J'ai des petites questions, réponses rapides. All right. Si je passais le casting de la Star Academy, tu me dirais quoi ? Bah, génial, go for it. Go for it. Et le conseil, ce serait reste toi-même, justement, sur tes choix de chansons. Ne rentre pas dans le moule de ce qui a été fait. Okay. Ce qui fait qu'on va choisir quelqu'un, c'est justement parce que... Oh, mais incroyable, quelqu'un d'original. Mais quelqu'un d'original, c'est juste quelqu'un qui est exactement lui-même. La première question à ne surtout pas se poser, c'est qu'est-ce qui leur ferait plaisir ? Ouais. Ah, je sais pas. Même dans le podcast, souvent je me dis qu'est-ce qui me fait plaisir à moi avant de penser justement à ma communauté. Tu as raison. Parce que je sais que j'ai créé un podcast autour du développement personnel, mais il y a tellement de sujets qui m'intéressent qui sont pas forcément du pur développement personnel. Et je veux pas m'enfermer parce que j'ai, entre guillemets, été connu pour ça. Ouais. Tu vois. Donc c'est... Suis ta joie. Toujours. La boussole. La qualité numéro 1 pour être une star.
Alors moi, je sais pas ce qu'il faut faire pour être une star. Je peux aider les gens à développer leur expression artistique. Ouais. Star, je sais pas ce que c'est. Ouais, oui, je suis d'accord. Le pire défaut sur scène. Se regarder. La chose que les artistes devraient arrêter de faire. Oublier le privilège du métier qu'on fait. Ouais. La première chose que Petra juge chez quelqu'un. Quelle est la première chose que Petra juge chez quelqu'un? Petra, qu'est-ce qu'elle peut bien juger? La mauvaise foi et les faux semblants. Ah, ça, s'il y a bien un truc de stop! Tell me the truth. Arrête. Ça, je pars. Ça m'intéresse pas. Pas de mauvaise foi, pas de faux semblants. Je peux tout entendre. La chanson qui transforme instantanément Marlène en Queen. J'ai envie de dire Sissy That Walk. J'adore cette chanson. C'est, tu sais, de RuPaul, qui était devenu vraiment super connu à l'époque de la saison 6 de RuPaul's Drag Race, qui a couronné Bianca Del Rio, qui, by the way, est dans mon top 3 de mes queens préférées du monde entier. Et ils avaient fait un clip avec elle, Courtney Act et Adore Delano. Et sur cette chanson... Fly, 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 now sissy that walk. J'adore cette chanson, elle me... Ouais, et puis elle te donne... Enfin, je trouve que c'est une chanson qui donne envie d'être justement cette queen-là aussi. J'adore, ça me donne envie de défiler. Presque, ça me donnera envie d'aller faire un footing. Presque. Une chose que Petra ose dire, mais pas Marlène. Ta gueule. Voilà. Très bien. Elle dit ta gueule. Oh, mais ta gueule. Une star qui ferait une incroyable drag queen. Tu veux dire là vraiment si on parle uniquement physiquement où je me dis oh my god, ce serait incroyable. Attends, c'est super dur là. Je suis en train d'essayer et puis de penser à 1000 personnes et je pense à personne. Et je réfléchis en même temps. Ouais. Après, il y en a qui le sont déjà un peu. Une Lady Gaga est déjà une forme de drag queen. Bien sûr, elle est complètement drag, Lady Gaga. Ouais. 100%. 100%. Une star qui ferait une femme... Oh, Pierre Ninet. Pierre Ninet en drague, il serait exceptionnellement beau. C'est vrai. Ah oui. T'as vu ses jambes? Ouais. Oh là 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 là. Exactement. Je pourrais jamais avoir des jambes comme ça, mais... Eh ben, je vais inviter Pierre Ninet, je le mettrai en drague. Ah ouais, non, mais lui, c'est sûr qu'il serait... J'adorerais le voir. En plus, je suis sûre qu'il est game. Qu'il est game. Paul Mirabel aussi. Je t'avais dit, je suis sûre qu'il est gay. Non, game. Alors là, moi, je ne fais jamais de présomption sur les orientations sexuelles des gens. Chacun veut bien ce qu'il veut. Paul Mirabel et Pierre Ninet. Je les verrais bien en drague, ces deux-là. Ouais. Bonne idée, ouais. Qu'est-ce que tu as osé de plus grand, toi, dans ta vie? Qu'est-ce que monter sur scène en Petra. Ouais. Pourquoi ça a été pour toi oser de plus grand? Parce qu'en fait, je m'en rends compte par rapport aux questions qu'on me pose, tu vois. Les gens me demandent tout le temps, mais pourquoi vous cachez? Pourquoi monter sur scène avec une drague, etc. Et donc, je me dis, mais donc c'est un vrai sujet, tu vois. Et c'est marrant parce que moi, en fait, ça me fait beaucoup moins peur de me transformer en Petra que de rester Marlène. Et je me rends compte que c'est là où je me rends compte à quel point j'ai vraiment besoin d'elle, parce que effectivement, tu vois, si je me regarde, là, il peut vite avoir le ah quoi bon, puis attends, mais ma pauvre, mais t'es ridicule, mais pourquoi tout ce bazar là, mais reste en Marlène, c'est que ça, c'est que cette perruque stupide, et puis ces fossiles, et puis tu veux encore en mettre un peu plus du maquillage.
T'as vu tous les sous-titres faciles que tu peux trouver? T'es ridicule. Ouais. En fait, je l'ai pas du tout, ce truc-là. Je trouve que Petra, elle est magnifique. Ton spectacle, justement, c'est tu racontes... t'étais pas là pour le spoiler forcément, mais si on vient voir Petra, on vient voir quoi? La liberté. Ouais. La liberté. Donc j'imagine du chant. Alors je l'appelle un one woman musical show. C'est avant tout un one woman show. Voilà, c'est vraiment un moment essentiellement quand même d'humour. Où on parle de plein d'expériences de vie qu'on peut traverser tous autant que nous sommes, nos relations avec nos parents, nos relations avec nos amoureux, nos amoureuses, notre relation à notre corps, notre relation au masculin, au féminin, notre relation aussi aux injonctions sociétales. Ouais. Toutes ces choses qu'on vit tous. Ouais. Tu vois, et beaucoup de choses que d'expériences de vie que moi j'ai digérées, et généralement quand je réussis à digérer les choses, je les transforme en humour. Donc j'espère, en tous les cas, mon but c'est que quand les gens ils sortent de ce spectacle, ils se sentent mieux que quand ils sont rentrés dans la salle. Et puis si justement ça peut autoriser les gens à dire ouais tu sais quoi, je vais reprendre un cookie. Moi, c'est ça que je veux qu'on ressente à la fin du spectacle. Et puis, c'est saupoudré de chansons qui continuent de venir raconter. Est-ce qu'il y a les Hanson? Il n'y a pas les Hanson. Il y a les Hanson dans la playlist. Mais tu sais quoi? Ce spectacle, au début, c'était vraiment un spectacle que j'ai écrit sur la base de la liberté. C'est-à-dire, je vais commencer par la première phrase de Petra, c'est « Je m'en fous et ta gueule », puisque c'est la phrase de... C'est « Ta gueule ». En fait, non, je ne veux plus écouter tes conseils. Je ne veux plus écouter tes conseils, donc qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire? Eh ben moi, j'ai envie de chanter ça et ça. Et donc, au début, je ne chantais que des chansons issues du répertoire de Broadway, toutes les chansons qu'on m'interdisait de chanter en France. Oui, mais c'est pas connu, puis c'est en anglais, puis c'est machin. Donc, je faisais exactement ce que j'avais envie de faire. Et puis, petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie que les gens puissent comprendre tout ce que j'aimais dans ces chansons, dont j'ai commencé à les adapter en français. Et puis petit à petit, dans ce spectacle, j'avais aussi envie de faire plaisir aux gens, tout en continuant à me faire plaisir à moi, évidemment. Et donc, petit à petit, il y a eu de moins en moins de chansons de Broadway que j'ai remplacées avec des chansons du répertoire français. J'ai gardé quelques adaptations, tant et si bien qu'aujourd'hui, dans mon spectacle, il n'y a même plus une seule chanson en anglais. Donc, tu vois... C'est fou parce que depuis... là, on arrive à la fin parce que je sais qu'on avait un timing un peu serré et donc je contiens. Mais il y a cette idée que depuis le début, il y a vraiment ce côté, même depuis que tu étais plus jeune, en tout cas, suivre cette joie d'être qui tu veux être, d'incarner des choses que les gens ne veulent pas. Et même quand t'es parti un peu sur le côté, justement, fear is not an option, et on revient dans des choix d'amour, des choix de joie. Ouais. Et à chaque fois, tu réajustes ta vie en fonction là-dessus. Et puis, c'est quelque chose qui est sans fin. C'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, tu vois, l'amour de soi, c'est pas quelque chose que... parce qu'on réussit à s'aimer un jour, qu'on va y arriver le lendemain encore. C'est tous les jours. Tous les jours, tu prends la décision de faire un pas vers toi, d'aller à l'encontre de ces pensées limitantes et toxiques de ce serait quand même un peu mieux si j'avais moins ça, ou oh là là, ce serait mieux sans... En fait, tu vois, tous ces trucs-là, ça nous rend pas heureux. Ouais. Donc arrêtons de les penser, en fait. Je m'en fous. Et j'ai envie justement aussi, avec ce podcast où là, t'es venu en Petra, je suis aussi venu en Nicole Kenavo, Milena Katch. J'ai encore des doutes sur mon nom de drague. Oh, Nicole Kenavo. Kenavo pour mes origines bretonnes, Puis bien évidemment. Nicole, quoi. Ouais. Mais Nicole, mais j'adore les Nicole. Nicole et Chantal, franchement. J'ai toujours imaginé que si j'avais des enfants, que c'était des jumelles, je présente Nicole et Chantal. Est-ce qu'elle partirait pas déjà avec un super bon point pour la vie, quoi? Tu vois, Nicole et Chantal. Nicole et Chantal, quoi. Eh ben, écoute, Nicole Kenavo. En tout cas, ça a été un vrai plaisir. Plaisir partagé, Nicole. On te retrouve à partir du 18 mars à l'Alhambra. Yes. Moi, le 18, je serai là. Oh, ça, on va se voir. great. Mais je suis pas sûre que tu me reconnaisses, du coup.
Bah, ça dépend, tu viens en Nicole ou en Nico? Bah, je serai en Nico, normalement. Ah, ok. Ouais. Je te reconnaîtrai, t'inquiète Surtout pas. qu'il me semble que ce sera ton anniversaire. C'est vrai. Et donc, je viendrai te souhaiter un très bon anniversaire Ah. pour cette fantastique soirée. Écoute, je me présenterai en tant que Nicole, même si je suis pas en Nicole. Ah, bah parfait. Bah, j'espère surtout que tu vas passer un bon moment et j'espère que quand tu me verras après le spectacle, tu me diras merci de m'avoir donné l'autorisation de reprendre un cookie, Marlène. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. À très bientôt. À bien vite. Salut. C'est passé vite. Il y a pas de souci. C'était super tes questions. C'est vrai? Ouais. Oh là là, Ah, attends, je vais te prendre en photo. Mais quelle sortie de zone de confort d'avoir fait cet épisode. Franchement, ça n'a pas été simple du tout. Ça a été d'ailleurs dans les coulisses beaucoup de stress parce que je n'avais pas imaginé le temps que ça allait prendre de faire ce maquillage pour cette interview. Donc là, tu l'écoutes parce que tu es en version audio, mais forcément, tu verras sur l'Instagram Osez by Nico ou même sur YouTube, éventuellement, du coup, la version où Petra, enfin Marlène est en Petra et moi, je suis en drague. Et ça a été stressant, c'est-à-dire que l'interview, j'avais prévu 1h30. Et oui, 1h30, et dis-toi qu'on a à peine 1 heure d'épisode parce que j'ai eu des petites problématiques avec le maquilleur qui m'a maquillé et qui m'a mis en drague. Et en fait, on a perdu du temps par des soucis d'eyeliner qui coulent, etc. Enfin, franchement, si vous êtes des filles, des femmes, peut-être que vous connaissez ça. Moi, je ne connaissais pas. Et du coup, il y a eu du retard. Et ça a été vraiment une interview où je trouve que la diva qui est en moi s'est montrée un peu timide de par le stress et de par justement cette demi-heure en moins qui a fait que j'étais assez tendu, mine de rien, par cette interview, mais où j'ai pris quand même un énorme plaisir parce que Marlène est vraiment cette femme qui incarne cette force, qui incarne cette confiance en elle, et ça c'est ce que j'aime véritablement. Donc tu vois là, je te partage un petit peu les coulisses parce que faire un épisode comme celui-là, c'est faire face aussi à des choses qui ne se passent pas comme prévu, à des retards qui ne se passent pas comme prévu. Marlène avait un rendez-vous après, hein, c'est aussi pour ça, c'est normal, il y a des timings à tenir, et donc tout ça, c'est important de te dire que oui, la confiance en soi vient aussi par l'expérimentation, par cette idée qu'à un moment donné, il faut réussir à faire les choses, même si c'est pas parfait, même si il y a des bugs, même si des fois on se trompe, même si des fois on se sent pas non plus avoir été à la hauteur. Est-ce que je me suis senti à la hauteur de cette interview? Non, et je te le dis sincèrement, bah oui, des fois c'est comme ça, on n'est pas toujours cette version incroyable quand on fait les choses et quand on voit les gens le faire de l'extérieur, dans la réalité, et les choses sont pas toujours si évidentes. Alors vraiment, comme ce qu'elle a pu dire Marlène dans tout cet épisode, c'est comme ça qu'on dit. En tout cas, incarne cette audace pour vraiment réaliser tes projets, pour t'accepter tel que tu es, faire les choses qui ne sont pas parfaites. J'ai adoré, je retiens, c'est vrai que cette outro est très longue comparée à ce que je fais d'habitude, mais je tiens à préciser quand même des choses qui m'ont impacté et te dire un peu comment ça s'est passé. Mais vraiment, il y a ce côté où quand elle dit les à quoi bon, il faut les mettre de côté parce que à quoi bon finalement me mettre en drague, si en fait je ne fais plus rien à ce moment-là. À quoi bon me mettre en drague parce que aussi vite je vais me faire ridiculiser? À quoi bon me mettre en drague parce que on va potentiellement me dire que ça va pas, on va peut-être m'insulter sur les réseaux, j'en sais rien de ce qui va se passer. Là quand je vois les réels de Adriana Carambeu de l'interview, mais c'est hallucinant les insultes et les méchancetés que j'ai pu voir. Enfin, ce monde est quand même absolument incroyable quand on voit toute la médisance que les gens ont. Donc les à quoi bon, évidemment il y a des peurs derrière, mais faites ce que vous avez envie de réaliser. Je trouve que cette interview elle est là pour ça, avec Marlène qui t'inspire à faire plus. Voilà, donc c'était un petit peu long, je vais pas faire trop long non plus, donc je vais m'arrêter là, mais vraiment je te souhaite d'avoir cette audace de réaliser tout ce que tu as envie de faire. On met à la corbeille les à quoi bon et on avance, on le fait dès que ça chante avec joie et dans le cœur. Fais ce que tu veux. Et du coup, pour ce monologue absolument incroyable que je viens de te faire, ça mérite bien 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ainsi qu'un petit commentaire. Franchement, n'oublie pas, tu ne peux pas imaginer à quel point c'est hyper important ces notes. Donc si tu peux le faire, ça prend 2 secondes. Vraiment, ça peut changer beaucoup de choses. Si tu prends plaisir à écouter ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et des petits commentaires. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Salut!